cela se confirme à partir de samedi. Le soleil reprendra le dessus, faisant ainsi remonter les températures. À tous, très belle soirée. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de l'info dans les Alpes. Voici les titres de votre journal. Des ingénieurs sur le carreau. Le groupe allemand Siemens supprime une centaine de postes à Grenoble dans sa division énergie. Les syndicats redoutent la fermeture de ce site industriel historique. Les secrets de l'homéopathie, les laboratoires Boiron lèvent un voile sur la fabrication des petits granules. Nous avons pu visiter le laboratoire de Montbonneau, Saint-Martin. Enfin, découverte d'une nouvelle tendance dans les salles de sport, le CrossFit. On dénombre en France 200 000 pratiquants et de nouvelles salles ouvrent chaque semaine. Les Alpes n'échappent pas au phénomène. Dans votre édition nationale, à 19h30, les patrons obligés de dénoncer leurs salariés coupables d'infraction au code de la route. Cette mesure examinée aujourd'hui par les députés pourrait entrer en vigueur dès janvier. Elle est loin de faire l'unanimité. Les nouvelles confidences de François Hollande dans un livre à paraître demain. Le président se dévoile comme jamais sur sa vie privée comme sur son action politique. La nouvelle était donc redoutée. Elle a été confirmée hier en comité central d'entreprise. Le groupe allemand Siemens va supprimer une centaine de postes à Grenoble. Cela concerne sa branche énergie spécialisée dans les systèmes électriques. Les représentants du personnel craignent un démantèlement du site, un site historique de l'industrie grenobloise. Xavier Schmitt et Nathalie Rapuc. Le site de Siemens emploie quelques 400 salariés. Le comité central d'entreprise l'a confirmé, un quart des postes doit être supprimé. 106 exactement. Inquiétude et stupeur du personnel. Il craint un démantèlement du site alors que le carnet de commandes est plein et que l'activité est bénéficiaire. On a vraiment tous les moyens de réussir sur le site. Par contre, si on fait un plan social brutal, croisé de plus avec la vente du site, qui est pour nous un très mauvais signe, on met en péril l'avenir. Donc il faut impérativement que l'entreprise supprime ce plan social et toutes les organisations syndicales sont prêtes à se mettre immédiatement autour de la table. L'établissement est historique. C'est le berceau de la société Merlin-Gérin, fondée en 1920, qui a révolutionné la distribution électrique. C'est en 2006 qu'est survenu le rachat par le groupe allemand Siemens. Depuis, les effectifs ont baissé de moitié. Aujourd'hui, c'est le 4e plan social. Mais la direction invoque une évolution des activités. On est clairement sur une redynamisation du site. On est clairement sur un projet qui vise à la pérennité de notre site, à pérenniser notre ancrage grenoblois et à terme à développer à nouveau nos activités sur Grenoble. Resterait la maintenance des équipements électriques comme les disjoncteurs, mais la recherche-développement, la R&D, céderait la place aux technologies de la transition énergétique. On pense que c'est une coquille vide parce qu'il y a aucun. Ils sont en train de réfléchir à ce qu'ils vont mettre dedans. Donc pour nous, c'est pas acceptable. Mais on pense que c'est une décision unilatérale de l'Allemagne qui veut supprimer la R&D de Grenoble. Les négociations sur le plan social doivent débuter le 4 novembre. Pour l'heure, les représentants du personnel refusent d'y participer. Au Bourget-du-Lac, à l'Université de Savoie, pas assez de salles de cours pour accueillir les nouveaux étudiants en STAPS, les activités physiques et sportives. Des conditions d'accueil et d'études dégradées qui mobilisent les étudiants et leurs enseignants. Ils ont décidé d'agir. Marie Michelier et Dominique Semet. Sur le campus du Bourget-du-Lac, des équipements sportifs de qualité. S'ils font l'unanimité auprès des étudiants en STAPS de l'Université Savoie-Mont-Blanc, les conditions d'enseignement, elles, ne la font pas. Alors là, on est dans le plus grand amphi du campus du Bourget-du-Lac, l'amphi vanoise. Il contient 250 places et les premières années qui sont 280 ne peuvent pas tous rentrer dedans. C'est pour ça qu'en début d'année, ils ont dû faire de la visioconférence, mais pendant 3 semaines, ils n'ont pas eu cours parce que ça ne marchait pas du tout. Des salles trop petites ou peu adaptées, parfois jusqu'à 35 élèves en travaux dirigés. Autant de paramètres avec lesquels il faut composer pour accueillir au mieux les 800 étudiants inscrits cette année.
On a l'habitude, on maîtrise ces situations malgré tout le mieux possible, mais c'est sûr qu'il y a du monde dans les salles ne sont pas toujours d'une qualité extraordinaire. La filière STAPS, victime de son succès, c'est la plus demandée ici. Mais comme partout en France, les moyens manquent et l'équité entre filières n'est pas toujours au rendez-vous. Il y a eu beaucoup de postes qui ont été donnés à certaines formations, un petit peu moins en STAPS. Et la formation STAPS est de plus en plus demandée et pourtant on n'a pas un rééquilibrage au niveau des postes. Face à cette situation, les 17 professeurs titulaires ont tous suspendu leur travail administratif. La présidence, elle, fait rare, a refusé de voter le contrat d'objectifs fixé par l'État. On considère qu'il est incomplet dans la mesure où il nous fixe des objectifs sans pour autant s'engager parallèlement sur des moyens pour réaliser ces objectifs. Nous sommes dans l'attente d'une précision sur ce point. Quels sont les moyens qui vont être donnés à l'université pour les 4 ans à venir? Précision attendue début décembre, l'université Savoie-Mont-Blanc connaîtra alors le montant de sa dotation annuelle pour 2017. Fait divers avec la mort d'une fillette de 2 ans renversée par un camion ce matin à Condrieu, près de Vienne. Et une autre fillette est-elle dans un état grave? Elle a été renversée sur un passage piéton à Annemasse hier. Une ville où l'on observe une recrudescence de ce type d'accident. Plus de détails sur notre site internet France 3 Alpes. Comment va-t-on travailler demain? C'est la question centrale du Forum de l'économie responsable qui a fait étape à l'école de management de Grenoble. Le business social, le travailleur mobile, l'industrie et son impact sur l'environnement. Autant de thèmes abordés par des entrepreneurs et des chercheurs, parmi lesquels un prix Nobel, Muhammad Younous. C'est le banquier des pauvres, Florine Heba et Anne Ployard. Après Lille et Strasbourg, 3e étape du forum aujourd'hui à Grenoble. L'auditorium de l'école de management avait fait le plein de participants, venus écouter, s'informer et surtout s'inspirer du discours et de l'exemple de l'invité phare de ce forum, Muhammad Younous. Ce Bengali est l'inventeur du microcrédit et prix Nobel. Ce qui est intéressant dans le témoignage du professeur Younous, c'est de dire qu'il faut rappeler à chacun que chacun peut être entrepreneur pour créer son activité et pour générer de la richesse. On parle maintenant de responsabilité sociétale de l'entreprise, donc il faut essayer de faire du profit, mais en même temps en incluant les autres dans cette recherche de profit. Du profit intelligent? Oui, du profit intelligent. Le microcrédit, créé en 1976, a révolutionné le monde économique. Son principe, prêter une petite somme d'argent à un taux dérisoire afin de créer son activité et vivre décemment. Ce système, développé principalement dans le tiers-monde, a fait du chemin en 40 ans. Aujourd'hui, son utilité est démontrée dans le monde entier. Je suis toujours optimiste, car je vois bien que l'être humain ne souhaite pas s'autodétruire. Il est suffisamment intelligent pour trouver une porte de sortie, une solution. C'est évident lorsque je rencontre les jeunes. Je perçois un énorme espoir. Ils ne veulent pas seulement faire de l'argent pour eux. Les prochaines générations auront besoin d'un monde bien meilleur, plus sensé que celui d'aujourd'hui. Provoquer des remises en cause radicales, en matière d'argent, mais aussi par le travail, l'emploi ou l'organisation des sociétés. Pour tout ça, l'emblématique Muhammad Younous est porteur d'un message qui ne passe pas par la charité, ni par le mécénat, mais par un authentique modèle économique, rentable et profitable pour tous. Une médecine inspirée par la nature, c'est l'homéopathie. Et dans ce domaine, les laboratoires Boiron sont les leaders en France. Le groupe ouvre ses portes cette semaine au grand public. Toutes les visites affichent déjà complet malheureusement. Mais nous avons pu glisser une caméra dans l'établissement de Montbonneau, près de Grenoble. Le reportage de Jean-Christophe Pain et Cédric Picot. Dans cette salle blanche, elle concocte chaque jour 700 préparations magistrales. C'est-à-dire des mélanges sur mesure, prescrits par des médecins. L'homéopathie obéit à 2 grands principes: dilution, dynamisation, explication. En homéopathie, pour les gouttes, il faut dynamiser 30 fois quand on a mis le principe actif. Après, finir avec l'excipient. C'est la dynamisation. Oui, dynamiser. C'est ce que vous faites quand vous secouez comme ça. On dynamise. L'ensemble de ces modes opératoires sont validés par l'Agence du médicament. C'est pour ça qu'on est effectivement... On ne dynamise pas n'importe comment? Absolument pas. Ce sont des procédures pharmaceutiques bien précises, établies par écrit et signées par des pharmaciens. À partir de Montbonneau, Boiron distribue 40 000 produits chaque jour dans toutes les Alpes.
Boiron, c'est l'histoire d'une réussite. 74 millions de bénéfices en 2015, malgré toutes les controverses sur l'homéo placebo. Premier visé, un produit phare, l'oscillococcinum. Aux États-Unis, Boiron a versé plusieurs millions de dollars à des patients qui voulaient intenter un procès pour publicité mensongère. En fait, c'est les faits qui parlent pour nous. Et on n'a pas à se substituer aux faits. Donc on ne rentre pas dans la polémique. La demande spontanée du grand public, aussi bien vis-à-vis du médecin prescripteur que vis-à-vis du pharmacien en conseil, et donc les résultats thérapeutiques obtenus, mais vécus au quotidien par chaque utilisateur. Le secret de réussite résiderait dans le bien-être des employés, avec l'intéressement 17 mois de salaire par an. Peut-être aussi dans la défiance vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique classique. Pourtant, homéo n'est pas synonyme de bio, contrairement à une idée largement répandue. Et nous partons maintenant pour le département de l'Ain avec notre reportage Grande Région. À Saint-Vulbas, la centrale nucléaire du Bugey, une des plus anciennes de France, a ouvert ses portes au public. Peu de monde au rendez-vous, si ce n'est une commission locale d'information qui avait libre accès pour la première fois. Renaud Gardette et Thierry Swiderski. Dès le début de la réunion publique, les associations antinucléaires qui étaient présentes ont demandé la fermeture définitive de la centrale. Absolument, la centrale du Bugey est dangereuse, comme celle de Fessenheim, comme le sont beaucoup d'autres qui ont une vétusté équivalente, puisque la centrale de Bugey, les réacteurs, il y en a un qui est arrêté, les 4 autres sont en fonctionnement. Ils sont encore en fonctionnement alors ils ont plus de 30 ans d'âge, 35 ans. Pendant la réunion, peu de détails et beaucoup de généralités. La préfecture a quand même confirmé la future extension du périmètre de sécurité. Actuellement de 10 km autour de la centrale, le rayon sera étendu à 20 km, incluant l'aéroport de Saint-Exupéry. L'objectif officiel est de rassurer. Il faut, je crois, être le plus transparent possible sur la vie d'une centrale. Donc tous les comptes rendus des commissions locales d'information, nous avons au moins 2 réunions de CLI par an, sont publics puisqu'ils sont mis en ligne sur le site internet du département. Ce sont surtout des retraités de la centrale qui ont fait le déplacement. Le grand public, lui, était peu nombreux. Certains ont quand même trouvé des réponses à leurs interrogations quand d'autres sont ressortis déçus. En vivant à côté, on ne sait pas comment ça fonctionne. Et puis un peu les risques et puis surtout ce qui est mis autour justement pour éviter que les risques se passent. Je trouve que c'est langue de bois, c'est des infos qu'on connaît déjà. On a toujours les mêmes informations, le même style d'information. L'an prochain, la 2e réunion publique devrait être centralisée autour d'un thème précis. Le 3e volet maintenant de notre série de cette semaine sur les efforts développés pour doper le tourisme estival en Haute-Savoie. Avec une tendance ce soir, les randonnées thématiques incontournables. Aujourd'hui, les touristes s'intéressent de plus en plus à la nature qui les entoure. Denis Vignaud-Duguet et Jean-Pierre Rivet pour les images. Depuis 1908, dans la vallée de Chamonix, le célèbre petit train du Montanvert emmène en 20 minutes à peine ses passagers à 1913 mètres d'altitude, là où ils peuvent admirer le plus grand glacier de France, la mer de glace. Depuis 1850, elle a reculé d'un peu plus de 2 km. Alors pour expliquer ce phénomène, un glaciologue accueille désormais chaque jour les touristes à leur arrivée à la gare du Montanvert. Si on n'est pas là pour leur raconter pourquoi, les gens vont repartir complètement déçus. Et ce qu'on explique, c'est qu'en fait, les glaciers réagissent très vite aux variations du climat. C'est exponentiel à la décrue, comme c'est exponentiel à la crue. Il y a 30-40 ans, le glacier avait gagné 30 mètres d'épaisseur, bousculé le téléphérique qui partait de cette terrasse, et ça a surpris tout le monde. Avant, on était dans ce qu'on appelle un étage alpin, où il n'y avait pas cette fleur, et là, on est un peu descendu. Et c'est également une plante qui pousse dans les milieux humides, et elle s'appelle la reine des prés. Au-dessus de la station des Gets, dans le domaine des Portes du Soleil, un groupe de visiteurs participe à une balade d'un nouveau genre, la randonnée thématique. Goûtez une petite graine,
On vit dans un monde quand même qui est très, en pleine évolution, qui est changeant, les gens sont stressés. Et dans ce contact à la terre, à la nature, les gens se calment, il y a quelque chose qui se passe. Voilà. Voilà, vous voulez des couteaux? On fait à la fois de la cueillette, donc les gens sont très intéressés parce qu'on découvre des plantes qui sont comestibles, des plantes médicinales, on retrouve des savoir-faire d'antan, et on apprend aussi à fabriquer des baumes, des savons aux plantes. Voilà, ça plaît vachement aux gens. Ouais. Donc dans un mois, les fleurs jaunes que vous allez mettre dans l'huile, ça va prendre cette teinte. Voilà, une huile de millepertuis. On sait maintenant, ça c'est ça a tel nom, ça fait... Voilà, c'est très intéressant. Et moi je fais une huile et l'essentiel. Pour la peau. Après la flore, la faune. Un nouveau marché trop longtemps négligé. La raison en est simple. Il y a encore quelques années, il semblait impensable qu'une partie de la population méconnaisse à ce point le monde animal. Et pourtant, bien souvent, l'enfant des villes n'a pas la culture de l'enfant des champs. Vous pouvez donner à qui vous voulez, mais les bébés, vous verrez. C'est à nous, parents, justement, de montrer à nos enfants la vie de la nature, l'agriculture, le travail des agriculteurs. Sinon, on a pu le connaître par nos grands-parents. Moi, mes grands-parents étaient agriculteurs. Il faut qu'on puisse aussi leur transmettre, leur montrer d'où viennent les choses et comment elles sont faites. Ouvre la bouche. Bouge pas. Ouvre la bouche. Alors, c'est comment? C'est sucré? Salé? C'est chaud. C'est chaud? Et comment encore? C'est sucré, ouais. Sucré? Face au Mont Blanc, la ferme pédagogique Les Montagnards accueille le public toute l'année. Delphine propose aux petits comme aux grands d'endosser pour quelques heures le costume d'agriculteur et de côtoyer au plus près veaux, vaches, cochons et autres volatiles. C'est à nous d'ouvrir nos fermes et d'accueillir les gens pour leur montrer, pour leur expliquer. Même pour les grands, hein, on oublie. Avec tous tes doigts. Tes doigts. Ouais, bravo. Ils auront vu notre travail surtout. L'agriculteur, s'il a vendu quelque chose au supermarché, et ben derrière il y a du travail. Il y a un agriculteur qui s'est levé à 5 h du matin, qui a fait son travail, et ça c'est important d'expliquer ça. À Combloux, tradition oblige, la saison s'achève par une grande fête qui réunit villageois et touristes face à un paysage de toute beauté. C'est le barbecue le plus incroyable au monde. Tout ce que vous voyez là, j'ai fait plein de photos. Le chef, les paysages, le Mont Blanc en face, un barbecue parfait, tout le monde s'amuse. C'est fantastique. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce barbecue? Ah, magnifique. Good lunch. Yep. Bye bye. Bon appétit. Bon appétit. Voilà, magnifique. Et l'on ouvre maintenant une page sport avec le 6e tour de la Coupe de France de football. Le tirage au sort en Rhône-Alpes s'est fait dans nos locaux, ici à Grenoble, avec Bernard, Portugal. Vous pouviez suivre tout cela sur Internet cet après-midi. 28 clubs sont en compétition avant l'arrivée des grosses équipes de Ligue 2 et quelques belles affiches avec notamment le petit club d'Aix-les-Bains qui recevra le GF38. Bernard, Portugal nous en dit un peu plus. C'est ça qui fait la force et la magie de cette Coupe de France, c'est que des petits clubs savoyards, on pense à Nivolais ou en Haute-Savoie, Ville-Lagrand et Chirol, c'est pas du tout péjoratif quand je dis petits clubs, qui affrontent des équipes comme Lyon-du-Cher ou le GF38 en CFA2, en National. Voilà, c'est des matchs exceptionnels pour ces petits clubs. Et ce qui est génial, c'est que ils ont leur chance de se qualifier. Le petit pousset peut battre le plus gros, et c'est ça qui est fabuleux dans cette coupe, et c'est ça qui rend cette coupe vraiment magique. Voilà, et après les crampons de foot, les patins de hockey sur glace et la Ligue Magnus, Grenoble l'a emporté face à son vieil ennemi Gap hier soir à la patinoire Pôle Sud. Mais ce ne fut pas facile, loin de là. Le résumé de la rencontre avec Marion Feutry. Première période, les brûleurs de loup en blanc prennent très vite l'avantage et ouvrent le score grâce à Kyle Hardy. Riposte des rapaces de Gap qui égalisent en seconde période, puis repassent devant les Grenoblois. Mais les Isérois vont pousser les Hauts-Alpins en prolongation avec un but signé Norbert Abramov. Finalement, c'est l'ex-gapençais Sébastien Roa qui inscrit le but décisif en prolongation et offre la victoire aux Grenoblois. Ça nous tenait à cœur ce soir devant les leaders du championnat de faire vraiment un match solide. Et je pense que ce soir, on a fait un match pendant 60 minutes, on a été bon dans tous les compartiments du jeu. On était tous conscients qu'il faut jouer mieux, il faut montrer plus pour avoir le succès, puis pour
pourquoi pas faire ça à Gap. Puis aujourd'hui, écoute, je suis vraiment satisfait du groupe. C'était vraiment un effort d'équipe et une victoire d'équipe. Au classement, les Brûleurs de Loup restent avant-dernier, mais cette victoire à l'extérieur est de bon augure avant le prochain déplacement, vendredi à Angers. Et ça passe aussi pour Chamonix-Morzine. Les Hauts-Savoyards ont battu Angers 3-2. Ils sont néanmoins 12e et dernier du classement de la Ligue Magnus. On reste en salle, mais une salle surchauffée maintenant, avec un focus sur le crossfit, mélange de gymnastique, de cardio et d'haltérophilie. Le phénomène prend de l'ampleur en France où l'on dénombre 200 000 participants. Et dans les Alpes, évidemment, on n'échappe pas à la règle. Jordan Guéant, Maxime Kemener et Asdine Kebabti pour le montage. Yeah. Les filles, ça bombarde là. Pour un muscle-up, il faut que vous montiez vos hanches. Vous allez devoir travailler davantage. Le crossfit a un univers en VO ici. Pas de traction mais des pull-ups, pas de pompes mais des push-ups. Pourtant, contrairement aux apparences, la pratique est grand public. Avec le vert, puis avec le noir et le rouge. Okay. On a souvent des groupes mélangés entre expérimentés et débutants. Donc on a la possibilité de passer beaucoup de temps avec les débutants et de leur montrer les mouvements. On ne les lance pas sur une séance tant qu'on n'est pas sûr qu'ils sachent le faire. Si les mouvements sont trop durs, on va les adapter sur des mouvements plus simples. Et au même titre que le travail avec charge, on va forcément adapter la charge. Allez, tu me les passes. Allez Matt, enchaîne. Des cours toujours en petits groupes pour des séances courtes mais très intenses. Sous l'œil d'un coach omniprésent, un tantinet militaire. La touche américaine jusque dans l'état d'esprit, très communautaire. 2, 1, allez, reprends ça là. C'est super motivant de voir qu'il y a tout le monde qui est toujours derrière nous. Quand on a du mal, on est toujours en train de nous encourager. À dire que le crossfit, c'est un sport individuel, mais qui devient très vite collectif. Donc ouais, c'est ça qui fait vraiment la force. Inconnu il y a 5 ans, le crossfit compte aujourd'hui en France 250 salles, des box. Un développement fulgurant avec 4 nouvelles ouvertures chaque mois. Tibia, genou, cuisse grandie. La barre proche, on la laisse, on déploie, on réceptionne fort. On fixe que des jambes, vitesse 1, déjà mieux. Savant mélange d'haltéro, de gym et de cardio, le crossfit se veut complet, parfois technique, d'où l'importance des skills, des cours théoriques pour maîtriser les mouvements. Voilà. Contrôle, contrôle. Encore, bras tendus. Tous les niveaux sont acceptés parce que moi j'ai un niveau très loin de ce qu'on pourrait attendre, mais il adapte ses cours par rapport à ce que je peux faire et on verra où j'en serai dans 2 mois. Vous restez en arraché en haut. Alex, on est stable. Ouais Alex, ouais Robin. Avoir quelqu'un qui nous pousse un peu au cul, que ce soit un coach ou un athlète du jour, vous êtes toujours à aller un peu plus loin, à soulever un peu plus lourd et à tenir aussi l'effort un peu plus longtemps. J'ai perdu peut-être un petit peu de poids, je me suis affûté physiquement. Ma vie maintenant, dans la vie de tous les jours, je me sens mieux parce que je suis plus mobile. Et surtout, je sais que je suis capable de faire des choses parce que je me surprends moi-même maintenant. Allez, au bout, yes. Résultat, avec 250 000 pratiquants en France, le crossfit rassemble désormais plus que le karaté ou le tennis de table. Et la mode devrait durer. Il va falloir tirer fort et passer sur un hang power snatch. On redresse, on positionne et on peut dropper la barre. Jadis désuète, l'haltéro redevient même tendance. À Grenoble, pour la première fois en 20 ans, une salle dédiée vient d'ouvrir. Le crossfit, depuis 3-4 ans en France, a vraiment relancé l'activité haltérophilie et de façon en plus beaucoup plus ludique et plus moderne que traditionnellement ce qu'on peut voir dans une salle d'haltéro pure. Toujours plus loin, toujours plus fort, mais la méthode CrossFit a son prix, 65 € par mois en moyenne. Après la sueur des salles de sport, le calme de la lecture avec le festival du Polar, l'échappée noire à Grenoble. L'idée est originale, proposer des lectures dans des lieux insolites où les livres pénètrent rarement, comme hier soir à l'Hôpital Sud. Isabelle Colbrand, Nathalie Rapuc. L'aventure a commencé il y a 1 mois et demi. Des comédiens en résidence à l'hôpital pour accompagner de leur lecture des patients. L'association Anagramme fait à nouveau résonner les mots. Ce sont des patients qui sont en moyen long séjour et c'est toujours intéressant de leur proposer autre chose que la kiné, autre chose. Mais d'ailleurs, on a eu un témoignage cet été de quelqu'un qui disait que ça participait aux soins également, même si nous, il n'y a aucune indication thérapeutique à vouloir assister ce soir à la lecture par exemple. La contagion s'effectue et la petite vérole transmise est généralement bénigne. Généralement? Oui.
Et c'est là que le bas blesse. 1 heure pour découvrir 3 auteurs de polar, pour donner envie, pour que le temps hospitalier passe un peu plus vite. Mais c'est exceptionnel. Je pense que justement par des événements comme ça permet de démocratiser un peu la lecture, de faire entendre comme ça des textes qui sont accessibles à tous. Ça permet de se rendre compte que ah oui tiens, pourquoi j'irais pas lire la suite du polar, parce que nous lisons des extraits. Donc pourquoi j'irais pas lire la suite, découvrir ce roman. On espère oui donner l'envie d'aller plus loin et d'en lire plus et d'en savoir plus. Hier soir, la magie a fonctionné. Les patients et le grand public ont été séduits par ces lectures insolites. Il y avait 2 registres. Le début, c'était plutôt sur la médecine. Et le deuxième, c'était un peu pour faire peur. Et c'était amusant, c'était aussi comique. J'ai trouvé cette soirée super intéressante en tout cas. Voilà. Jusque dimanche, d'autres lieux seront ainsi investis par Anagramme pour d'autres lectures, d'autres rencontres, propres à démontrer l'incroyable pouvoir des mots. Avant de vous quitter, je vous rappelle ce qui a fait la une de ce journal. Le groupe industriel allemand Siemens va supprimer une centaine de postes dans son unité de Grenoble, spécialisée dans les systèmes électriques. Pour la direction, il s'agit de réorienter des activités en perte de vitesse et en développer d'autres plus rentables. Les représentants du personnel craignent au contraire un démantèlement du site. Un site qui est d'ailleurs historique sur l'agglomération de Grenoble. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, votre météo. Attention, une grosse perturbation nous arrive. À demain, 19h.